Il y en a un qui était en retrait, allez le rechercher. Non, mais comme il est mignon. Mais au fait, comment faire le bon choix du bon chien? Facile, en répondant aux questions de l'éleveur. Le premier rôle, c'est de voir avec eux leur mode de vie, voir s'ils ont des enfants, pourquoi ils ont acheté un chien, enfin ils ont l'intention d'acheter un chien, s'ils en ont déjà eu un, parce que c'est vrai que des gens qui n'ont jamais eu de chien, il s'agit de leur trouver, de leur choisir le chien qui conviendra le mieux. Les conseils ayant été pris, la visite a lieu. Quelquefois les gens sont venus visiter et voir l'élevage, voir les chiots quand ils sont tout petits, qu'ils viennent de naître. C'est une première prise de contact. La deuxième réelle prise de contact, c'est quand on vient chercher le chien. Alors là, c'est le grand jour. Et quand un chien part d'ici, il a été préparé de telle sorte que ce qui est étonnant de voir, c'est que le chien suit le nouveau maître comme s'il avait fait ça tous les jours. C'est assez extraordinaire, mais je pense que tout est dans la préparation du chiot depuis sa naissance. Ils ont pratiquement un mois, un mois et demi. Là, ils ont été vaccinés et ils sont prêts à partir. Un éleveur doit obligatoirement remettre tous ses documents à un nouvel acheteur. Le carnet de santé, la carte de tatouage avec le numéro qui est inscrit sur l'oreille droite du chien, un certificat de naissance qui atteste des origines du chien, un contrat de vente signé en bonne et due forme avec toutes les précisions liées à la vente. Ensuite, un document technique qui reprend en fait le bon usage du chien et du chat et les conseils que l'éleveur a prodigués à l'animal. S'il manque un de ces documents, on peut penser que l'éleveur n'est pas sérieux. Voilà. Comment il s'appelle, là, celui que j'ai dans les bras? Lola. Lola. Voilà. Trop mignon aussi. C'est un épagneul breton aussi. Donc apparemment, c'est un véritable gage de sérieux de s'adresser à un éleveur. C'est ce que vous nous recommandez? C'est mieux que d'aller dans une animalerie? Bon, je ne mettrai pas en opposition les deux. L'animalerie, c'est un circuit commercial qui travaille généralement, s'ils sont sérieux, avec certains éleveurs. Je pense que malgré tout, l'éleveur reste le garant des races, puisque par le biais du pédigré, on peut, si on souhaite avoir une race en particulier, parce qu'on la trouve belle, parce qu'elle a des caractères comportementaux qui nous plaisent, eh bien l'éleveur, par le biais du pédigré des chiots, peut garantir a priori cela. Qu'est-ce que vous nous conseillez quand on se rend chez un éleveur, qu'on découvre comme ça une portée d'une dizaine de chiots? Lequel faut-il choisir? Alors, sur quoi il faut se baser pour bien choisir? Je crois qu'il faut déjà en parler à l'éleveur, expliquer pourquoi on aime cette race, est-ce qu'on est en famille, dans quel but on choisit un chiot, parce qu'il les a vus naître, il s'en est généralement bien occupé. Et il les connaît, il connaît a priori leur caractère. Ensuite, c'est un petit peu le coup de foudre, c'est que soit le chiot plus timide nous attire, soit c'est le chiot le plus vigoureux. Mais je crois qu'il faut en parler. Le dialogue reste la pièce maîtresse en fait, de l'acquisition d'un chiot. Avec les enfants, je suppose, parce que les enfants veulent toujours un animal précis, non? Oui, s'il y a plusieurs enfants, ils ne sont pas toujours d'accord. En plus, oui. Non, je crois que là, a priori, je crois que vraiment, il faut en discuter au départ avec l'éleveur. Et c'est important parce que, en fonction de ce que l'on a dit, eh bien, lui nous conseillera gentiment. Une fois qu'on a choisi, donc apparemment, il faut aller les voir tout petits. Et puis, il faut attendre, manifestement, avant de s'emparer du chien. Est-ce que vous conseillez de revenir le voir de temps en temps pour déjà habituer le chiot à notre présence ou pas? Je pense que la mère reste quand même l'élément important jusqu'à 2 mois. Il n'empêche que ça, c'est le deuxième aspect qui reste important auprès de l'éleveur, c'est que, eh bien, on va voir comment a vécu le chiot jusqu'au sevrage, jusqu'à 2 mois, et c'est essentiel pour la suite, pour le caractère et le comportement du chien adulte. Donc, c'est plutôt l'occasion de parler à nouveau avec l'éleveur. D'accord. Attention donc quand même aux animaleries. Marianne a raison, pour beaucoup elles sont sérieuses, mais répétons-le, il y a parfois des trafics de chiens et d'animaux de laisse, donc faire très attention, aller voir immédiatement chez le vétérinaire de façon à ce qu'on voit la puce et qu'on constate qu'effectivement ce soit un animal élevé en France et non pas des animaux qui ont été élevés dans les pays de l'Est, trafiqués, qui sont souvent trop petits, qui sont plus petits que ceux-là sur lesquels on craque dans un coup de cœur. Ça, très attention à cela. Faites attention immédiatement après, aller voir le vétérinaire et faites contrôler. Voyez-moi, tout le monde est venu.
voilà, on voit, j'en profite là, puisqu'on voit ce petit chiot aller voir les petits chats. Quand on les met en présence tout petit comme ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'on dit, Tout petit comme ça, il n'y a pas de problème. Oui, au-delà, ça peut être plus problématique. Chat-chien, on va en parler, ça va à peu près. Attention aussi aux lapins, par exemple. Vous savez qu'on a, et puis on amène le chiot. Tout d'un coup, il lui vient l'idée, mais au fait, n'étais-je pas un grand prédateur autrefois, il y a 10 000 ans, quand j'étais loup, et il peut être dangereux. Mais petit comme ça, c'est l'idéal. Ça veut dire que s'ils sont élevés tout petits ensemble comme ça, on est sûr qu'ils s'entendront bien par la suite. À peu près sûr, alors que c'est plus difficile si on met des animaux déjà pas de la même espèce, effectivement, et pas du même âge. Très bien. Il faut impérativement, excusez-moi, il faut impérativement que les chiots, au niveau de l'espèce différente, hein, si on veut effectivement les socialiser aux lapins, ou aux chatons ou aux chevaux, ils soient mis en contact impérativement avant la 10e, 12e semaine, si vous voulez, pour qu'il y ait une socialisation complète et que le chiot considère que cette espèce-là, c'est une espèce qui fait partie des espèces amies. À partir de ce moment-là, on n'aura pas de problème. Si c'est fait un peu plus tardivement, on peut avoir, comme dit Marie-Claude, un certain nombre de problèmes. On peut avoir des problèmes solubles ou pas? Oui, Si soluble, c'est fait plus tard. oui, soluble, mais il faut vraiment s'y prendre le plus précocement possible. Je voudrais rebondir sur une deuxième chose également, c'est le problème. Rebondissez. Merci, c'est gentil. C'est le problème du coup de cœur. Moi, je me méfie toujours beaucoup du coup de cœur quand on va acheter un chiot dans une animalerie ou dans un élevage. Pourquoi? Parce que souvent, les gens vont avoir le côté fibre maternelle qui va être titillé par le fait qu'un certain chiot va aller se cacher là-bas, il a peur, on veut le protéger, etc., etc. Ouais. Alors que nous, le critère fondamental de choix qu'on va mettre en place pour choisir un chiot, c'est justement son équilibre et son côté comportement exploratoire relativement développé. C'est-à-dire que le chiot, il doit venir vers vous, il ne doit pas avoir peur, il doit pas marquer de crainte ou de réaction d'évitement ou de choses comme ça, c'est très important. Il doit être parfaitement socialisé. Socialisé, un peu indépendant, justement, pas craintif en tout cas. Oui, surtout pas indépendant. Hein. Cherchant le contact, allant explorer des événements, des personnages ou des stimuli dans l'environnement qui sont des stimuli qui sont inconnus. Donc il voit quelqu'un d'inconnu arriver. Moi, si le chiot il vient me voir et puis il commence à me sentir à chercher le câlin, ça me rassure. S'il me fuit en mettant la queue entre les pattes et en allant se réfugier vers une niche, là je vais commencer à être inquiet. Mais le problème, c'est que certaines personnes vont avoir le coup de cœur pour celui qui a peur. Ouais. Et là, c'est 15 ans de problèmes qui peuvent se préparer. Mais quand je parle d'indépendance, je pensais à l'indépendance par rapport à sa mère. S'il est sociable, s'il vient vers vous. Non, c'est pas, parce que si vous voulez, en général, quand vous allez acheter un chiot, il va avoir 8 à 10 semaines. Et à 8 à 10 semaines, il n'est pas encore détaché de sa mère parce que sa mère n'a pas fait le travail de détachement affectif qu'on doit faire avec un chiot. Ça, c'est le substitut maternel, c'est-à-dire le propriétaire qui le fera à l'âge de 4-5 mois. Donc ça, c'est pas forcément un critère intéressant non plus. D'accord. C'est le comportement de ces animaux-là. Ils explorent, ils ne connaissent pas. Voilà. Ils ont fait le tour de la table et ça, maintenant ils commencent à jouer. Voilà. Donc ce sont des animaux équilibrés. Voilà. Pas de gros problèmes existentiels. On va prendre, vous savez que cette émission est en direct, on l'a fait pour vous, avec vous. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête. C'est pas évident quand on a un petit bébé comme ça qui arrive, qui débarque dans un foyer. Comment bien s'en occuper? On ne sait pas toujours. Alors je vous propose de prendre Nathalie au téléphone. Bonjour Nathalie. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Vous habitez où Nathalie? Alors j'habite Besançon. Besançon, vous avez déjà des animaux? Non, enfin oui, j'ai 2 canaris et on va faire l'acquisition d'un petit chat. Donc c'est ma plus grosse préoccupation, savoir comment le chat va cohabiter avec les canaris. Et notamment aussi pour le problème de mobilier, rideaux, banquettes, tout ça. Pour quelle raison voulez-vous prendre un petit chat? Eh bien écoutez, j'ai 2 enfants, j'en ai un grand de 7 ans, un petit de 2. Et c'est vrai que bon, le grand nous demande un petit chat depuis déjà pas mal de temps. Ouais. Donc on veut lui offrir un petit chat. Oui. Mais le problème est que nous avons déjà 2 oiseaux et c'est vrai que c'est notre plus gros problème. Bah, les oiseaux vivent en cage, a priori. Ils vivent en cage, mais on a tellement peur que le chat saute sur la cage. Bon, voilà, donc c'est votre première question. Est-ce qu'il y a un risque? Oui. Oui. D'accord, s'il vit en cage, si la cage... Le chaton ayant effectivement, apprenant tout petit que c'est interdit, il s'y intéressera moins. Hein. Il l'assimilera comme quelque chose d'habituel. Ouais. Il pourra très bien chasser les oiseaux dehors et ne pas s'intéresser de trop près à cela. Mais enfin, il peut y avoir quand même un petit risque. Bon, enfin, dans la mesure où les oiseaux sont en cage, où est le risque? Oui, mais enfin, il peut passer une bonne heure ou 2 heures. Comme ça, vraiment comme ça. Bon, mais Marianne a raison. On dit non d'un ton ferme, il y reviendra. Il y reviendra. Mais il a compris qu'il y a non. Alors, surtout que les chats, c'est très net. Hein. Pas de discussion. Déjà, avec les chiens, on va en parler, ils ne comprennent pas les mots, ça doit déjà être ferme. Mais
le chat encore plus parce qu'il n'est pas hiérarchisé. Donc c'est non chaque fois. Puis après, bon, de temps en temps, il ira faire un petit coup par derrière, mais ça n'ira pas plus loin. Non accompagné d'une petite tape ou est-ce qu'il faut un petit geste? Non. Pour l'éducation du chat, il faut, moi je suis complètement d'accord avec ce que dit Marie-Claude, il faut impérativement que les gens sachent que effectivement un chaton ou un chat peut parfaitement comprendre des négations, des interdits en disant non fermement, mais par contre il ne faut jamais taper un chat avec la main ou ce genre de choses. Il est toujours préférable d'envoyer éventuellement quelque chose sur le chat, c'est la punition tombée du ciel, mais toujours éviter que ce soit le maître qui s'interpose. On envoie quelque chose sur le chat? Voilà, tout à fait. À côté, pas sur le chat, à côté pour lui faire peur. Il va associer par exemple qu'à chaque fois que je vais à côté de la cage, eh ben, il y a quelque chose de désagréable qui va m'arriver, et si on le fait de manière un peu cohérente quand il est jeune, accompagné d'un nom sec, il va très vite comprendre que c'est pas génial pour moi, quoi. Ce qui m'arrive, ça me surprend, c'est désagréable. Un bruit désagréable. Voilà. Il y avait une autre question de Nathalie concernant le mobilier de la maison, les rideaux, le canapé, etc. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter... C'est un petit peu ça. Il faut, je crois qu'un jeune animal a besoin de beaucoup de présence. Et donc, on évite qu'il fasse plutôt que la punition. Le chaton est stimulé par la punition. C'est quand même un prédateur. Si on le tape, il aura tendance à revenir puisqu'il jouera au chat et à la souris. Et c'est vraiment tout à fait l'inverse qu'il faudrait faire. Donc non, il faut apprendre progressivement. Il faut quand même créer un milieu stimulant, lui autoriser des choses. Le chat aime grimper, il aime être très actif. Une grande partie de sa journée, il la passe à dormir, une autre à chasser ou à faire semblant. Donc c'est essentiel à la fois de stimuler l'environnement et d'éviter qu'il fasse ce qu'on ne veut pas. Mais c'est éviter. Bon. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire quand vous voyez une petite boule de poils comme ça qui se met... Parce que tout d'un coup, ils ont des quarts d'heure de folie. Alors là, ils grimpent partout. Sur le canapé, sur les rideaux, ils grimpent partout. Alors qu'est-ce qu'il faut faire là dans ces cas-là? Il faut leur offrir un milieu stimulant, mais également leur offrir des agrès, je ne sais pas comment on appelle ça, vous savez, des espèces de petits... des agrès, carrément. Oui, c'est des agrès. Des arbres à chat, des arbres à chat, ça se vend dans les animaleries. Il faut lui offrir un grattoir ou 2-3 grattoirs qu'on va mettre effectivement, qui sont verticaux, qu'on met en bas des murs. On va lui offrir un milieu où il peut effectivement défouler tout son côté un peu, tous ses nerfs, etc. Voilà. Et puis ça, différents jouets. Vous pouvez essayer les petites souris, même si elles ont disparu momentanément. Non, merveilleuses ça petites souris. Pas beaucoup, la petite souris mécanique. Là. Mécanique, non, mais la vraie souris qu'on met sous le meuble, Sophie. Cette merveilleuse souris que d'un coup de patte on met sous le meuble et on reste à côté du meuble et on dort des fois. Non. Oui, mais enfin là, si vous distrayez mes compagnons. Alors souvent, donc, elles vont sous les meubles et alors on reste en tant que chaton des heures et des heures. On est à l'affût et comme ça, pendant ce temps-là, on est tranquille, on est calmé. Alors ça, c'est une vraie souris empaillée, non? Non, mais c'est la souris en vraie fourrure, vraiment idéale. Parfois, elles sont parfumées même, ce qui fait que le chaton est vraiment dans un extase absolue. Elle porte un parfum de souris ou c'est un parfum à quoi? Parfum cater en général, une herbe qui plaît beaucoup aux chats et en général ça leur plaît, on s'arrange pour que ça leur plaise et que ça les amuse. Après, derrière, d'ailleurs, même quand ils sont gros, le mien qui a déjà plus d'1 an, joue toujours avec sa souris qui mastique maintenant un peu et il reste, il me la ramène, je suis si heureuse, lui aussi, nous avons vraiment un échange à travers les souris. Bon, bah, chacun son truc, on fait ce qu'on peut. Il a plus beaucoup d'oreilles, il n'y a plus beaucoup de queue à sa souris, mais c'est celle-là qu'il aime. Bon, dites-moi, un animal qui débarque comme ça chez vous, est-ce que, surtout quand il est tout petit, prenons par exemple l'exemple d'un chat de 6 semaines, au hasard. Oh, au hasard. Au hasard. Pourquoi Sophie, 6 semaines Quel est le nom de votre petite chatte, avouez-le-moi? Moi, elle s'appelle Rosalie. Ah voilà, elle est là depuis maintenant une semaine. Elle est là depuis une semaine. Est-ce qu'on doit le cantonner dans une pièce, en fermant la pièce, en décrétant que c'est son univers et lui interdire le reste de la maison, ou est-ce qu'au contraire, il doit aller découvrir le monde dans lequel on vit, toutes les pièces? Qu'est-ce que vous conseillez par rapport à ça? Alors, le chaton est territorial par rapport au chiot qui a besoin d'air, de repos, de jeu, etc. Contrairement au chien qui n'est pas territorial, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Donc, au départ, en fait, quand on vient d'avoir un chaton, il faut lui autoriser une petite pièce, lui laisser, si possible, sa cage de transport, parce que c'est une niche, ça lui permet un peu de se réfugier. Et puis, ça lui permet aussi de reconnaître sa litière, de l'endroit où il mange et ainsi de suite. Et progressivement, en fait, il va explorer l'univers. Mais à partir du moment où il est territorial, on peut lui condamner certaines pièces, mais il faut quand même lui autoriser
à découvrir. D'accord. Alors, il y a un autre problème, je vous avertis, Nathalie, qui peut se produire. Vous allez avoir un petit chat formidable. Vous allez dire, c'est le petit chat le plus génial du monde. Il arrive, il fait déjà pipi dans sa litière, il est formidable, il a tout compris. Et puis, au bout de 8 jours, il va faire pipi sur votre lit, par exemple. Alors, il fait 1 fois, 2 fois, ensuite c'est caca, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors qu'on pensait qu'il avait tout compris. D'abord, qu'est-ce que ça signifie? Il a tout compris, mais il est trop jeune. En fait, c'est sûr que 6 semaines, c'est trop petit. Le sevrage psychologique se fait entre 2 mois et 2 mois et demi. Donc même si le chaton est pratiquement toujours propre, même s'il n'a pas été éduqué par sa mère, il y aura des petits accidents à partir du moment où il a 6 semaines. Donc là, il l'a mis dans son lit la première nuit? Ce n'est pas moi. Et là, même punition, dans ces cas-là, on dit non fermement et on lui envoie un objet à chaque fois qu'on le prend sur le fait? Non, je pense pas là. Ah non. Alors, La propreté, surtout pas. Non, non. On n'apprend jamais la propreté ni à un chaton ni à un chiot en utilisant la punition. Moi, il y a une petite chose technique qui est toute bête à faire, mais que beaucoup de gens commettent comme erreur, par exemple, c'est de mettre toujours la litière du chat à côté de la gamelle où il mange. Oui, non, alors on met tout dans... Ben oui, parce qu'il faut au moins mettre 3 mètres de distance entre les deux, parce que le chaton, effectivement, qui est très propre naturellement, en général, refusera d'aller faire ses besoins juste à côté de l'endroit où il dort. Et puis la litière, il faut la mettre dans un endroit où on ne passe pas beaucoup, pour lui laisser un petit endroit à l'abri du regard, peut-être. C'est important, ça? Oui, ça peut l'être. C'est très important pour les chiots, mais pas forcément pour les chats. Bon, mais vous m'avez pas dit comment il faut traiter le problème du chat qui vient faire pipi sur le lit. Il faut ritualiser, en fait. Donc, quand il a fini de manger, si jamais vous voyez qu'il y a des accidents, il faut le ramener à la litière. Il ne faut pas changer la marque de litière. Mais est-ce que c'est pas possible qu'il fasse ça en dehors des repas, tout simplement pour marquer son territoire? Non, pas à cet âge-là. Ah bon? Absolument. En revanche, il faut imaginer que l'espace est vraiment très grand. Il joue et il peut oublier d'aller à la litière. Donc, il faut le ramener à la litière. Il est bébé encore. C'est pour ça qu'au départ, moi, je suis complètement OK sur la technique. Sur sa technique, c'est effectivement de limiter, tant que le chaton n'est pas parfaitement propre, de limiter pendant 1 semaine, 15 jours, une pièce, voilà, où il va y avoir la litière et la gamelle. Dernière question, lorsqu'on le sépare comme ça de sa mère, de ses frères et sœurs, est-ce qu'on doit avoir un comportement particulier? Est-ce qu'il faut plus le caresser, le protéger, l'entourer, lui donner de l'amour, ou on doit se comporter comment avec lui? Tout dépend de l'âge. Je pense qu'on est tous d'accord pour acquérir un animal qui soit bien sevré, c'est-à-dire qui est entre 2 mois et 2 mois et demi. Il est normal qu'un animal de 6 semaines ait besoin de beaucoup plus de présence, et ce serait une erreur de vouloir le sevrer trop tôt psychologiquement. Donc cet animal-là a besoin de beaucoup plus de caresses, de présence. Un animal de 2 mois, 2 mois et demi peut être un petit peu plus livré à lui-même. D'accord. Mais mettez-vous à la place d'un chiot ou d'un chaton qui quitte sa mère et sa fratrie. C'est une catastrophe pour lui, c'est un stress énorme. Donc il faut absolument, pendant 1 semaine, vraiment mettre en place une relation affective très importante pour qu'il retrouve une meute, une famille meute, ou qu'il retrouve une maman de substitution. Ça veut dire qu'on doit se mettre à 4 pattes, qu'on doit faire un maman-chat, qu'on doit aller jusqu'à lécher son petit chat. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, on fait ça à la mode de l'humain, tout simplement. Et puis on va le prendre dans les bras, on va lui faire des bisous, on va s'en occuper, on va le caresser, on va faire un tas de choses. Sans excès, sans cri aussi. Attention aux enfants qui, à l'inverse, prennent les petits chats et les serrent trop fort ou énervent les chiens. Parce que sinon, on arrive, vous voyez, les nôtres aussi, entre nous, soit dit, regardez, et on arrive à ce genre de désagrément aussi, là. Il s'est pas oublié, notre petit chat aussi, ici, voilà, bon, c'est pas très grave. Ça peut être synonyme de stress, là aussi, non, le petit pipi? Non, là, je l'ai regardé, il l'a fait. Regardez, on peut le voir en gros, tranquille, Marie-Claude, ça a pipi, voilà, c'est la preuve. C'est pas non plus un truc extraordinaire. C'est un truc extraordinaire, mais quand c'est sur le lit, Sophie, hein. Très sincèrement, est-ce que vous trouvez que ces chiots, ils ont du stress, là? Non, il n'était pas stressé. Ils sont super bien dans leur peau, c'est génial. Il s'est installé sur un coin qui lui plaisait. On voit à quoi se reconnaît un animal stressé, justement? Il serait inhibé. Je pense que c'est l'inhibition qui jouerait énormément. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas envie de jouer, il serait... C'est exactement ça, c'est un déficit des comportements d'exploration. C'est évident. Un chiot ou un chaton qui va comme ça se renfermer sur lui-même, qui ne va pas bouger, qui ne va pas explorer, qui ne va pas essayer d'aller à droite à gauche comme ça, c'est un signe évident de stress, ça c'est clair. Bon, Nathalie, je pense que j'ai fait un petit peu le tour des questions que vous vous posiez. Oui, c'est gentil, merci. Ben, je vous en prie, ça m'aide aussi un petit peu, remarquez, j'en profite un peu. Oui, et puis bravo pour votre émission. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Au revoir. Merci de nous regarder. Stéphanie est là aussi. Bonjour. Oui, bonjour. Vous habitez où, vous, Stéphanie? À Irag, un petit village en Provence, à côté de Saint-Rémy-de-Provence. Oh, quelle chance. Oui. Il fait beau?
Ça va, il y a un petit peu de vent, mais le ciel bleu est là. Bon, et alors vous avez déjà des animaux? Oui, j'ai 2 chattes et 3 poissons rouges. Ah. Plus un petit York mâle de 5 mois, et c'est lui qui me pose problème. Pourquoi? Parce que dès que je le laisse seul ou que je le gronde parce qu'il a fait ses besoins dedans, il se venge sur mes affaires, les chaussures, les vêtements. Il me déchiquette tout, vraiment. Hein. Et à ces moments-là, précisément? Oui, dès 5-10 minutes plus tard, quoi. Ouais. Alors, dès qu'il trouve quelque chose, quoi, qui est à moi. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno? Ben écoutez, à 5 mois, on est certainement en présence d'un petit problème d'hyperattachement, c'est-à-dire qu'effectivement la dame doit être relativement sympa, gentille avec son chiot, ce qui me paraît tout à fait normal. Le chiot la considère et la définit comme étant sa mère de substitution, et il a développé un lien d'attachement très puissant avec cette dame, d'accord? À partir de là, il est bien quand la dame est présente, quand il peut la voir comme un enfant qui est toujours en présence de sa mère, mais le problème c'est que lorsque cette dame, sa propriétaire, donc s'en va faire des courses, sort de la pièce, etc., ben, le chien ne supporte pas cette espèce de coupure de la relation très importante qu'il a avec sa mère de substitution, et il va somatiser un stress, soit en faisant ses besoins, soit en aboyant, soit en détruisant, etc., etc. Donc il faudrait commencer déjà par apprendre à votre chien de 5 mois la solitude, lui apprendre à rester seul pendant que vous êtes là, c'est-à-dire rester dans une pièce pendant que vous êtes dans une autre pièce pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, qu'il soit à sa place, pour qu'il soit vraiment rassuré dans son repère. Et en général, les choses vont s'améliorer, mais il faut vraiment mettre en place ce qu'on appelle un processus de détachement affectif, lui expliquer qu'elle est sa patronne sympa, mais qu'elle n'est pas sa maman, hein, sa maman biologique. Le maître, toujours le chef de meute, c'est l'éternel problème du chef de meute et non pas la maman. C'est fini l'âge du petit, c'est pas facile à passer à être grand. Et ce genre de conseils, vous les appliqueriez pour un chat aussi? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout. Oh là là, ça n'a rien à voir. Pas du tout. Un chiot, c'est un animal grégaire, c'est un animal social, alors qu'un chaton, un chat, c'est un animal solitaire. Hein. Donc c'est pas du tout les mêmes interactions, les mêmes relations avec la famille. Hein. Ils s'entendent bien, vos chats, avec ce petit chien? Le chien est très joueur, donc il saute beaucoup sur les chats qui avaient déjà l'habitude du chien, donc ça se passe assez bien, oui. Bon. Et puis avec mes filles aussi, qui sont de longue sur lui, et c'est vrai que comme on a perdu un chien, on s'est beaucoup reporté sur lui et on lui met beaucoup d'amour. Hein. Ah ouais. C'est vrai qu'on l'a de longue dans les bras, les gâter. C'est ce qu'on appelle le chien de remplacement. Très bien. Oui, même si on essaye de pas de faire la différence. Hein, j'explique bien à ma fille que c'est pas le même chien, qu'on l'a pas pris pour le remplacer, mais c'est vrai que comme on avait beaucoup d'amour à donner, quoi, on va dire. C'est vrai qu'on se reporte beaucoup sur lui. Mais je veux dire, il fait quand même ses besoins à côté de moi, quoi. Là, par exemple, hier, j'étais en train de faire le ménage, il s'est mis à côté de moi et il a fait ses besoins à côté de moi. On dirait que c'est pour m'embêter quand même. Alors qu'il sait très bien qu'il faut aller dehors, parce que le matin, il sait aller dehors. Alors, donc vous vous dites, Bruno, que c'est simplement pour attirer son attention, quoi, parce qu'il trouve qu'elle ne s'occupe pas suffisamment de lui à ce moment-là. Oh ben, je pense qu'elle s'en occupe très très bien, qu'elle lui donne tout l'amour, mais comme je disais, j'allais dire, mais madame, donnez tout l'amour que vous voulez à votre chiot, mais donnez-lui aussi un peu d'éducation, c'est pas du tout antinomique. Tiens, bah justement, écoutez, ce que je vous propose, on va regarder tout de suite Bruno à l'œuvre. Lorsqu'on a des petits chiots comme ça, quelles sont les règles fondamentales pour les éduquer? Eh bien, on va tout de suite voir ça. Restez avec nous, madame. Bonne journée. Stéphanie? Merci. Je voulais simplement embrasser mes grands-parents et mes huguettes qui sont à Château-Renard, voilà. Eh ben d'accord, alors on est là, attendez, il y a un J'ai eu 2 minutes d'inattention. Dis donc, toi, espèce de coquin. Bon, alors, on reste nous avec... quels sont les gestes à effectuer avec un petit chiot? Oh là là, mais c'est un grand chien déjà que vous avez là. Oui, c'est un grand chien, c'est une grande race. Oui, c'est une grande race, mais il n'a que 5 mois, d'accord? Ouais. Donc, à cet âge-là, 5 mois, là, je voudrais tordre le cou vraiment à une image qu'on a beaucoup trop, vraiment ce qu'on entend dire tout le temps, c'est il ne faut pas éduquer un chiot avant l'âge de 6 mois, 8 mois, 10 mois, c'est totalement inexact. Alors, un chiot, ça commence à s'élever le jour où ça rentre et à s'éduquer le jour où ça rentre dans la maison à 2 mois. Ah bon. Puisque dans la nature, la mère, elle a déjà commencé l'éducation de ses chiots lorsqu'ils ont 3 semaines, 4 semaines. Alors, celui que je tiens dans les bras, là, ce petit truc. Alors là, on ne va pas faire vraiment de l'éducation pratique dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, sur un chien comme ça, on va essayer de tester un petit peu son comportement. Merci beaucoup. Hein, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, prendre le chiot comme ceci, on va le mettre sur le côté, on va le mettre sur le dos comme ceci, on va le maintenir pendant quelques secondes pour voir un peu s'il réagit. Ouais. Alors s'il s'inhibe un petit peu, s'il reste comme il est là, ça veut dire que c'est un chien qui subit parfaitement un petit peu la dominance de son maître ou du chien qui est au-dessus, peu importe, parce que la mère peut parfaitement faire ce genre de choses. S'il se débat énergiquement, qu'il essaye de mordiller, qu'il essaye de vraiment
passer au-dessus un peu de cette contention physique, eh ben, ça veut dire que c'est un chien qui a un tempérament, un caractère assez affirmé. Donc il faut faire attention. Si c'est une personne vachement cool qui veut faire des câlins toute la journée à son chien, il faut quand même y faire attention. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est mettre le chiot comme ceci à plat et puis appuyer comme ça légèrement sur sa tête pour voir un petit peu comment il va réagir. Alors là, c'est génial, parce que là, on s'aperçoit effectivement qu'en présence d'un chien inconnu, qu'est-ce qu'il fait? Il va se lever, il a été le sentir, là, il commence à s'éloigner, donc on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va mettre en place une relation avec? Voilà, il va le sentir, ça c'est fabuleux. Ça veut dire que ce chien est bien socialisé à l'espèce, il a été en présence de sa mère et d'adultes régulateurs, donc ça c'est fabuleux, hein, c'est très très bien. On va regarder également, quand vous avez un chiot comme ceci, s'il va explorer, s'il va vous suivre, hein, lorsque vous allez... Viens bébé, viens joli bébé, 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 bébé. Viens là mon garçon, il est joli. Voilà, là qu'est-ce qu'il fait? On regarde s'il s'éloigne, s'il s'en va, ou s'il va venir me voir. Voilà, là il s'éloigne un tout petit peu. Il est un petit peu timide, je pense qu'il est un petit peu inquiet, apeuré par tout ce qu'il a autour de lui, c'est complètement logique. S'il ne réagit pas comme vous le soulignez là, c'est-à-dire que s'il n'arrive pas à bien rester sur le dos, s'il n'a pas un comportement social vis-à-vis d'un autre animal, on fait quoi dans ces cas-là? Si c'est une personne qui désire acheter un chiot pour la compagnie par exemple, on va lui dire il faut peut-être vous orienter vers un autre individu. Si c'est quelqu'un qui veut travailler, un chasseur ou quelqu'un qui veut faire de l'utilité avec son chien, il sera parfaitement en adéquation avec ce type de chien qui a du tempérament, qui est un petit peu réactif, etc. Parce qu'il va parfaitement le diriger à travers une situation de travail, à travers la chasse, à travers n'importe quel sport canin, donc il n'y aura absolument aucun problème. Le but, c'est de faire un bon mariage. Qui veut quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on veut, comme disait Marie-Claude tout à l'heure, qu'est-ce qu'on veut faire de son chiot pendant 15 ans? Parce qu'un chiot, c'est pas un produit fini. Hein, ça... Et un chiot que vous n'auriez pas choisi, que vous jugez au caractère bien trempé et que vous vouliez en faire un animal de compagnie très sociable et tout, ça se travaille ça? Ou vous pensez que celui-là n'y arrivera jamais, ne le sera jamais? Il ne faut pas trop prendre de risques, il y a quand même un déterminisme génétique quelque part. Et quand vous voyez un chiot qui a 2 mois, 3 mois, qui visiblement a un caractère très très pointu, qui est très réactif, qui a des tendances à être assez dominant, il faut quand même éviter de le mettre dans les mains de gens qui n'ont pas l'habitude de chiens de travail ou de chiens de fort tempérament. C'est un peu comme les chevaux, un cheval de travail avec un cavalier qui est un peu profane. Bon alors celui-là, vous en faites quoi? Donc celui-là, il a 5 mois, il est prêt à travailler, j'imagine. Oui, il a déjà travaillé. Je voudrais revenir tout à l'heure quand on était sur le plateau, ce chiot-là, il n'arrêtait pas de me mordiller. Il faut savoir que ça, c'est vraiment un interdit qu'il faut mettre en place très jeune sur les chiots. Hein, c'est que quand votre chiot vous mordit, il faut bien comprendre que c'est pas forcément un jeu, c'est aussi un test de dominance. Donc il faut toujours leur interdire le mordiment lorsqu'ils ont cet âge-là, parce qu'ils le font énormément. Et nous, on voit souvent des gens qui ont les bras des fois complètement marqués par les mordiments de chiens. Et les gens nous disent gentiment, il est en train de se faire les dents. Oui, mais votre bras n'est pas forcément là pour ça. Non, voilà, ça c'est un commandement d'interdiction. Voilà, le chien, il veut sauter sur une dame, sur une personne qui a un petit chat ou un petit chien dans les bras. Donc déjà, j'interdis, je dis non, et je mets une saccade sèche pour lui expliquer que c'est interdit. La première chose qu'on apprend à un chiot, c'est déjà d'aller à sa place. Donc juste derrière vous, j'ai mis un petit tapis exprès pour vous montrer. Hein, et dans sa famille, ce chien-là a déjà appris depuis 1 mois ou 2 à aller à sa place, c'est-à-dire que lorsque les invités rentrent, lorsque les gens rentrent, ils n'ont pas un espèce de chiot comme ça qui fait 25 kilos, qui fait 20 kilos, qui va leur arriver comme une bombe dessus pour sauter sur les invités. On va lui dire d'aller à sa place et le chien a déjà 5 mois a appris ce genre de choses. Alors, voyons. Boy, allez, va à ta place. Couchez. Oui, là vous l'amenez. Couchez. Facile. Vous l'amenez avec la laisse. Je l'aide. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte qui connaît pas. Non mais attendez, un chien c'est très territorial, enfin c'est pas territorial, c'est très contextuel. Ça veut dire qu'à partir du moment où il est dans un endroit qu'il connaît pas, il lui faut des repères. Donc là il a aucun repère, donc je l'aide, sinon je vais provoquer un échec dont je serai un mauvais pédagogue. Ah d'accord. D'accord. Puis en plus il est très attiré par vous avec le chat dans les bras. Boy, viens bébé joli. Mais c'est normal qu'il soit très attiré par moi ce chien après tout. Qu'est-ce que vous croyez? Voilà, c'est bien, très joli chien. Voilà, c'est parfaitement s'asseoir. On va lui apprendre le coucher. Le coucher, c'est une position de dominance émise par le maître, donc c'est très important. Non, assis. Voilà, on est très calme, on ne s'énerve pas. Hein. Coucher. Coucher. Non. Viens bébé, viens. Assis. Coucher. 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 Très bien. Beau garçon. Et hop, on en profite pour le mettre comme ça sur le côté. Il doit cesser manipuler. Alors ça, c'est pour votre vétérinaire, pour votre toiletteur, pour le juge d'exposition. On va lui apprendre à supporter ce genre de choses, les manipulations, comme ceci. Hein, les flexions, extensions des pattes. On regarde les oreilles. On fait ce genre de choses. Voilà, très bien. Et puis, on va faire une dernière petite chose. Boy, viens bébé. Boy, viens bébé. Boy, viens mon garçon. Viens. Boy, assis.
Voilà, on va prendre le chien comme ceci, on va se mettre derrière, on va mettre ses pieds comme ça, et on va bloquer le chien comme ceci pendant une dizaine de secondes, pas bouger. Voilà, ça sert à quoi, pas bouger. Eh ben, il faut savoir qu'à partir du moment où vous soulevez un chiot ou un chien de terre, vous le mettez dans une position d'infériorité. Alors quand vous avez des chiens qui ont un certain caractère, ça c'est un berger belge, c'est un tervuren, c'est des chiens très émotifs, très réactifs, qui ont en général un tempérament assez fort. Il faut toujours leur expliquer à travers des méthodes très pacifiques comme ça, qu'ils doivent toujours se soumettre à l'autorité de leur maître. Comme dit Marie-Claude, il y a le maître. Et bien de manière pacifique, pour éviter de rentrer dans des conflits pas possibles lorsque le chien aura 10 mois ou 15 mois où il sera difficile à gérer, et bien on veut lui apprendre ce genre de petites positions, parce que ça pour lui, ça a un sens symbolique, ça veut dire qu'il est subordonné vis-à-vis de l'autorité de son maître. Bon. Très bien. Siboy, va à ta place. On va prendre Lisiane au téléphone. Vous êtes là, Lisiane? Oui, bonjour. Bonjour. Dans quelle région habitez-vous, Lisiane? Le sud-ouest. Le sud-ouest. Vous avez des chiens, des chats? J'ai deux bichons et un chat. 2 bichons. C'est quoi, c'est des chiens, ça? Des bichons, oui, 2 petits bichons frisés. Bon, et alors, ça se passe bien? Bah, le papa a 8 ans et le bébé a 3 mois et demi. Et j'appelais parce qu'on a eu un petit malheur il y a un mois. Ouais. Ma chienne a mis bas 5 chiots. Oui. Et elle a fait une infection de la mamelle. Et quand les chiots ont eu 4 semaines, elle est décédée. Ah. Donc nous sommes retrouvés avec 5 joyeux bébés à élever. Et on s'est posé la question comment on allait les élever pour les amener à survivre. Et on aurait dit que la chienne avait compris qu'il y avait quelque chose qui allait se passer parce qu'on s'est aperçu quand elle est décédée que les chiots savaient laper. Donc nous avons pris les chiots sous le bras, on a été chez le vétérinaire, on lui a demandé ce qu'il fallait qu'on fasse. Il nous a donné des croquettes que nous faisions tremper dans du lait maternisé de chienne, qu'on écrasait. Et on les a nourris comme ça jusqu'à ce qu'ils partent dans les familles à qui on les avait pas donnés mais vendus pour le prix du carnet de vaccination et tatouage. Et ils ont survécu tous. Et la question que je me pose, c'est du fait du décès de la maman. Normalement, ils sont socialisés par la maman. Est-ce que le fait qu'ils n'aient plus leur mère, est-ce que ça va avoir des retentissements sur leur comportement futur ? Alors, au niveau effectivement alimentaire, à partir de 3 semaines, l'animal commence à pouvoir laper. Donc, l'aspect physiologique est peu important. Au niveau comportemental, je ne sais pas à quel âge ils ont été placés. Ils avaient entre 8 et 10 semaines. Donc 8 et 10 semaines, les autres chiots ont compensé partiellement, puisqu'ils ont appris à jouer ensemble. Vous parliez de morsures, de se laisser mordiller. Les chiots ont des rituels, c'est-à-dire qu'ils se mordent fort. S'ils font trop mal, à ce moment-là, l'autre chiot se retourne et mord encore plus fort pour apprendre en fait le dosage de la morsure. Donc tout cet apprentissage a dû être fait partiellement. Ça, on a bien vu. Ensuite, on a parlé des éleveurs. Je crois que c'est le préventif par rapport à l'éducation qui joue. Et c'est important. Tout dépend de comment ont été élevés, enfin éduqués ensuite les chiots. Je pense que dans la portée, il y en a qui seront très bien sociabilisés et d'autres qui pourraient poser des problèmes. L'éducation d'un chiot se fait jusqu'à 1 an. Donc, il y avait encore quelques mois à faire. Il faut savoir... Tam, celle qu'on a gardée, qui est une véritable petite terreur. C'est-à-dire qu'elle court partout. Apparemment, elle n'a absolument aucune séquelle. Le papa n'avait absolument pas le droit de s'approcher des bébés. Ça, la mère était farouchement opposée. Et petit à petit, il a réussi à prendre sa place, à trouver sa vraie place avec la chienne, la petite chienne. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a une qui est partie dans le même village où j'habite, qui est très, très, très peureuse. On voit, elle est dominée, on ne peut pas l'approcher. Et bon, c'est vrai que ça nous a fait mal au cœur, quoi. Donc on a fait ce qu'on a pu, on a essayé de faire au mieux pour qu'ils aillent bien. Oui, et, on les a pas séparés très très tôt. Alors juste un complément, c'est que même si effectivement les chiots ont été séparés de leur mère précocement, il faut savoir que la précaution à prendre, c'est de présenter régulièrement ces chiots à d'autres adultes, d'autres races, d'autres types, des petites races moyennes, grandes, à poil, sans poil, tout ce qu'on veut. Sortir les chiots dans des endroits où ils voient des adultes équilibrés, bien socialisés. D'autres adultes canins. Hein. Voilà, et on n'aura pas de problème. D'accord. Un autre cas de figure, on va le voir tout de suite, c'est la chienne qui a trop de chiens. Regardez bien, on a une chienne là, assez étonnante, qui a 16 chiots. Regardez, alors là, ça devient vraiment difficile. Et à ce moment-là, effectivement, il faut aussi prendre un certain nombre d'animaux au biberon, parce que sinon, ça n'est pas possible pour elle. Donc là, même principe.
pour la chose. Merci beaucoup Lisiane, en tout cas, d'avoir appelé. On a beaucoup, au revoir, bonne journée, on a beaucoup de réactions et d'appels au standard. Par exemple, Chantal qui nous dit « J'ai un chiot qui a peur de tout, des autres chiens, des bruits, des gestes brusques, et en réaction, il fait pipi. J'ai peur que sa peur se transforme en agressivité. » Qu'est-ce que vous lui dites? C'est possible. C'est possible? Il faudrait aller voir effectivement à la fois un spécialiste de troubles du comportement, pour pas qu'on en arrive en fait à l'agression. Mais elle a raison de penser qu'il fait pipi quand il a peur? Oui, parce que si petit, il n'a pas été suffisamment stimulé, la stimulation du chiot, c'est surtout important jusqu'à 2 mois. Si l'animal a été élevé dans un environnement extrêmement calme, qu'il a vu la même personne, que la chienne effectivement avait de très nombreux chiots. À ce moment-là, le chiot est soumis à de telles stimulations ensuite qu'il arrive à avoir au départ peur, et puis à l'âge adulte, c'est-à-dire entre 1 an et demi et 2 ans et demi, il se rend compte qu'en grognant, en aboyant, il fait peur, et à ce moment-là, il peut aller jusqu'à la morsure. Donc allez voir un comportementaliste. C'est un trouble du développement qui est lié à des mauvaises conditions d'élevage. C'est pour ça qu'il est très important, comme disait Marie-Claude tout à l'heure, de bien choisir l'endroit où on achète ces chiots, de voir l'équilibre des chiots et de voir l'équilibre de la mère. C'est hyper important. Vous voyez, là, vraiment, ce sont des animaux parfaitement équilibrés, malgré leur grande première. Et bon, ils mangent les fiches, mais ça, dans le fond, vos fiches, à quoi servent-elles après tout? Alors, on a d'autres questions. Catherine d'Avignon, par exemple, qui nous dit que son chat de 1 mois n'arrive pas à cohabiter avec son chien de 2 ans et demi. Alors, que faire dans ces cas-là? Il est un peu tard. Effectivement, 2 ans et demi, le bébé d'1 mois, le chien a du mal à admettre que ça n'est qu'un bébé. Pour lui, c'est une proie. Le problème est là. Alors, que faire? Alors, que faire? On a une technique très simple pour ça. C'est qu'il ne faut surtout pas les séparer. Il faut les laisser, lorsque les propriétaires sont là le soir, ensemble. Laisser la possibilité, donc ensemble dans la pièce avec les propriétaires. Il faut que le propriétaire ait un peu éduqué son chien pour que le chien, justement, qu'on puisse contrôler ses pulsions de prédation, comme dit Marie-Claude. Il faut interdire au chiot ou au chien de considérer que le chat est une proie dans le salon, laisser au chaton la possibilité d'aller partout, se déplacer, effectivement, lui laisser ses possibilités de cache un peu en hauteur, et vous allez voir, on voit toujours la même situation se passer, c'est le chat qui fait toujours le premier, ce processus de socialisation, de familiarisation, parce que le chien, il va être dans son panier, il va pas bouger grâce à l'autorité de son maître, et vous allez voir le chat en 1 semaine qui, jour après jour, va commencer à explorer, aller sentir cette nouvelle boule de poil, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça, et à un moment donné, vous allez voir, il va arriver par derrière, il va commencer à sentir la queue, sentir le poil, etc. Et si le maître va bien cadrer son chien, que le chien est bien inhibé, et bien, au bout de 3 semaines, 1 mois, on a vécu ça de très nombreuses fois, on a vraiment une relation géniale, fabuleuse. Je vois ce petit chien se gratter l'oreille, ça veut dire qu'il a des puces? A priori, non. Les animaux peuvent se gratter sans avoir de puces, rassurez-moi. Je rajoute que souvent, ce qui peut paraître de l'agression, c'est du jeu. Et le propriétaire, en intervenant, en fait, augmente ce manque de compréhension entre les animaux. Très bien. Donc il faut les laisser. Dominique, qui habite dans l'Aisne, Dominique a recueilli 2 chatons dont l'un ne supporte pas qu'on l'approche. Il mord, il griffe. Comment faire pour qu'il soit plus calme et plus affectueux? Et il les a récupérés comment? Ah ben ça j'en sais rien, c'est Dominique qui a appelé au standard, il m'a pas raconté sa vie. A priori c'est souvent des chatons qui sont sauvages et qu'on récupère, alors on en récupère comme ça, mais ils ont vécu, ils sont terrifiés et tout, et il y aura toujours un minimum d'agressivité, il n'y a pas grand chose à faire, c'est petit à petit l'autre qui va le sociabiliser, il faut l'ignorer, le regarder, admettre que de toute façon il lui restera des comportements un petit peu agressifs, et aller voir pareil un comportementaliste avec les 2 chats, de façon à ce que ça puisse s'arranger entre 2. Ok, je pense qu'on a fait le tour des problèmes comportementaux. On va maintenant parler des soins qu'on doit apporter aux chiots et aux chatons. Est-ce que ce sont les mêmes soins d'abord qu'on les soins classiques, oui, c'est-à-dire les vermifugations, les traitements contre les puces, les vaccinations. À partir de quel âge ? Il faut commencer sur la vermifugation, ça peut être fait assez tôt, à partir d'1 mois, mais généralement c'est l'éleveur qui s'en occupe. Ouais. Pour ce qui est des vaccins, c'est à partir de 2 mois, l'éleveur ayant fait généralement la première vaccination. Donc, à partir de combien? 2 mois. 2 mois. Sur les chats et chiens, c'est pareil. Ah oui. Bientôt, Sophie, bientôt. Je pense que déjà à l'acquisition d'un chiot, il faut aller voir son vétérinaire parce qu'il conseillera en fait tout ce protocole qui est connu. C'est vrai que sur le chaton, après
6 mois, on n'a vraiment plus grand chose à faire, si ce n'est la stérilisation qu'on peut conseiller. Et en revanche, sur des chiens de grande race, on fait un suivi vétérinaire beaucoup plus long, qui peut aller jusqu'à 1 an, 1 an et demi, compte tenu de la croissance. Très bien. Pour les nourrir, on dit qu'un petit chat, par exemple, a besoin d'être nourri plusieurs fois par jour. Est-ce qu'il faut que ce soit à heure fixe et combien de fois par jour? Non, un chaton est un animal de rituel, donc il faudrait qu'il mange en permanence ou quand il veut. En permanence? Il faut laisser des croquettes. Maintenant, les nourritures industrielles sont conseillées parce qu'elles sont équilibrées et que c'est beaucoup plus pratique. Donc on en laisse en permanence? Oui, c'est un prédateur, il faut qu'il puisse se distraire et la nourriture fait partie de ses activités. Et puis on ritualise le matin et le soir avec des boîtes ou avec autre chose. Des études ont montré qu'un chat peut s'alimenter 18 fois par jour. Ah ouais, d'accord. C'est énorme. Bon, et pas de lait, hein, pas de lait. Pour un chaton, pas de lait de On a maintenant vache. des laits maternisés, c'est pas indispensable du tout. Le chaton ne boit pratiquement pas, il faut qu'il ait de l'eau à disposition, mais il ne doit pas beaucoup boire et c'est un petit plus qui n'est pas indispensable. Le lait de vache est contre-indiqué. Bon, pour les chiens, alors Alors les chiens, c'est différent, il faut donner des repas. Alors ça, par exemple, il ne faut pas le faire normalement au plan comportemental, parce que vous augmentez le mordant du chiot. Ah bon? Et il peut, celui-là est très doux, mais en fait... Ça ne le fait pas jouer? Non, en fait, on augmente après, l'animal aura tendance. Et en plus, il a avalé vos plumes. Donc non, tout comme quand il mordit, c'est ce que disait. Il ne faut absolument pas autoriser. On joue. Il va bien avaler les plumes. Non, pour les chiots, en fait, il faut... c'est important pour la propreté d'une part, mais il faut lui donner des repas à heure fixe. Ouais. S'il n'a pas fini de manger au bout d'une demi-heure, on enlève. D'accord. Tout simplement. On ne laisse pas? Non. C'est d'une part physiologique, c'est aussi parce que c'est lié à la dominance. Le chiot qui a toujours de la nourriture à disposition, c'est un des endroits de dominance importants. Donc si le chien est potentiellement a tendance à vouloir se hiérarchiser un petit peu haut, il aura tendance à contrôler cette aire-là et donc à grogner. Je pense que c'est une erreur aussi d'aller l'embêter quand il mange, de jouer auprès de la gamelle quand il y a des enfants. Il faut enlever tout ça, laisser l'eau, c'est tout. Et on dit qu'il ne faut pas leur donner à manger en même temps que nous? Non, ça va avec. Un chiot, quand il mange, doit manger. On ferme la porte, on l'isole. Avant ou après? C'est sans importance. En fait, il faut qu'il soit seul. Très bien. Et quand on est à table, on ne lui donne absolument aucun morceau. Parfait. Mais par contre, il peut assister, il doit même assister au repas de ses maîtres. Et manger après. Ou alors 1 heure avant. Il doit assister au repas de ses maîtres, vous dites. C'est très important, absolument. En revanche, pour le chat, ça n'a pas d'importance. Bon, concernant la toilette, à partir de quand faut-il les laver, les toiletter? Je crois que dès le plus jeune âge, avec des shampoings spécifiques chiots, les chatons, pratiquement, il faut les brosser, surtout. Il faut savoir qu'ils font pipi, ils ne se nettoient pas bien, donc ils ont souvent des problèmes de peau. Il ne faut pas hésiter à les laver. Ensuite, c'est 1 fois par mois ou tous les 2 mois. Attention aux chats qui tombent dans les baignoires, les petits chatons. Oui. Ça, c'est classique. Ils viennent voir, ils s'en sortent très bien. Ils nagent, mais sachez que c'est pas pour se baigner. Ils viennent jouer avec l'eau, c'est assez banal. En général, ils glissent. Ça amuse beaucoup le maître. Ça leur plaît pas tellement. Il faut faire attention. Ils sont très attirés par l'eau, alors qu'ils n'aiment pas l'eau. Ils n'en ont pas besoin, comme disait Marianne, de les toiletter. Donc, il est dans l'oreille. On peut leur donner des bains quand même lorsque vraiment ils en ont besoin. Les chatons, vraiment les persans, quand il y a vraiment des problèmes, parce qu'eux, souvent, ont des problèmes vers l'arrière ou des choses comme ça, mais c'est pas la peine. Juste les brosser, les chatons, ça suffit, c'est pas la même chose que les chiots. Parfait. Didier Régnier est très inspiré, vous savez, par ce sujet, donc j'en entends de toutes les couleurs. Ça ne m'étonne pas de lui, oui. C'est pour ça que de temps en temps, j'éclate de rire. Je vous explique, parce que parfois, vous devez vous dire, mais pourquoi rit-elle comme ça, sans raison? Parce qu'on me parle ici, là, vous voyez. Voilà. Bon, on va parler des jouets maintenant, donc je pense que la toilette, on a fait le tour. Les jouets, est-ce qu'ils ont besoin de jouets? Oui. Alors, de petits jouets qu'on leur achète, qu'on leur fabrique, comment ça se passe? Des jouets très différents de nos vieilles chaussures et vieilles chaussettes. Les chiens ne pourront jamais comprendre que la vieille est autorisée et la neuve absolument pas. Pareil, il faut effectivement... Alors, les chatons doivent avoir un environnement très stimulant. En revanche, les chiots, assez vite, doivent apprendre à ne pas trop jouer dans la maison. Ou sinon, il faut qu'il y ait une aire de jeu. Parce que sinon, on demande au chiot de beaucoup jouer, on le stimule, et puis après, quand on s'en va, il s'ennuie, il détruit. En revanche, dehors, il faut qu'ils aient des jouets qu'il ne peut pas détruire, parce que sinon, il y a quand même, parfois, ils avalent ce qu'il ne faudrait pas. Une grosse balle bien dure, je pense que ça reste... Et les petits chats, donc, ont eux besoin d'être stimulés? Ah oui, alors là, il faut que ça pende un petit peu, il faut qu'il y ait des arbres à chat, il faut qu'ils grimpent énormément. Alors j'ai remarqué ça, ils grimpent dans les plantes, c'est normal?
Ils grimpent au sommet d'une plante. C'est normal, oui, ça? parce qu'en fait, ils chassent, ils apprennent progressivement à monter de plus en plus. D'accord. Et ils mangent la plante aussi? Oui, alors là aussi, les chats dans la nature mangent pas mal d'herbes. Donc c'est un peu une déviation du comportement, sachant que beaucoup de plantes d'appartement sont toxiques. On dit qu'un chat revient toujours lorsqu'il s'en va, lorsqu'il fait une petite fugue. Est-ce que c'est vrai qu'un chat revient toujours chez ses maîtres? Pas toujours. Il revient fréquemment. Attention, ils n'ont pas ce fameux sixième sens aussi systématiquement. Pour beaucoup, ils reviennent, mais au-delà de certains 4-5 km, ils ne reviennent pas forcément. Donc surveillez-les quand même. Si par exemple votre petit chat fait une fugue dans la cage d'escalier, il y a beaucoup de chances qu'il revienne dans votre appartement. Ah oui, quand même. A priori, oui, mais s'il est très mignon, on peut vous le voler, Sophie. Voilà, parce que moi, ça m'a coûté 2 heures l'autre jour. J'ai fait tout l'immeuble et il est revenu. Oui, oui, ils reviennent, a priori. Ouais. Pour revenir sur les jouets, il faut absolument cantonner le nombre de jouets des chiots à 2 ou 3, pas plus, parce que s'il y en a 10, 15, 20, une foultitude, le chiot, lui, va considérer que tout ce qui est autour de lui, c'est un jouet, donc il risque effectivement de détruire, etc. Et surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est donner des jouets communs à des enfants et à des chiens. Parce que sinon, après, il y a un problème de compétition sociale. L'un va vouloir prendre celui qui m'a pris le jouet. Et il peut y avoir donc un conflit qui s'installe. Ça arrive souvent et des fois, ça se termine mal. Une question que se posent beaucoup de téléspectateurs ce matin. Si on désire avoir 2 chiens ou 2 chats, est-ce qu'il vaut mieux les avoir en même temps? Les chats, je pense que c'est bien parce qu'ils s'amusent entre eux. Ils apprennent ils se distraient et puis ils sont quand même souvent en appartement. Les chiots, on peut avoir 2 chiots, il n'empêche que le chien est extrêmement proche de l'homme. C'est vraiment, on constitue une meute avec lui et ça ne remplacera pas le propriétaire, ça ne le distraira pas suffisamment. Et souvent, il y a un chiot qui restera beaucoup plus attaché à son maître qu'à l'autre chien, je pense. Et puis le travail de l'éducation d'un chiot est quelque chose d'extrêmement important et que donc on a en face de soi, si on prend 2 chiens, 2 tempéraments différents, il va falloir vraiment avoir on aura un sacré travail pour éduquer 2 chiots en même temps. Moi, je conseille toujours de prendre un chien d'abord, de l'éduquer correctement et quand il a 1 an et demi, éventuellement prendre un second chiot. Parfait. Marie-Claude, vous qui connaissez surtout les animaux sauvages dans leur milieu naturel, comment ça se passe? Comment les mamans éduquent-elles leurs petits animaux? Elles les éduquent de façon à ce que jamais un homme ne puisse les approcher. Car il faut quand même reconnaître aux animaux domestiques qu'on les a fait rentrer dans notre monde et qu'ils acceptent qu'on prenne leur petit. Pour moi, c'est toujours étonnant de voir une femelle qui accepte réellement qu'on prenne son petit. En fait, elles ne vont rien apprendre à leur petit. Le petit va apprendre en regardant la maman. Alors, il y a différentes façons, effectivement, d'élever son petit. Il y a la façon gorille, celle de tenir son petit et de rester 4-5 ans. Vous la voyez, là, là, c'est vraiment étonnant. C'est un peu nous, hein, sauf qu'ils ont la chance de ne pas être quittés. La façon tigre, dans ce cas-là, on se met de côté, on se cache. Là, vous voyez, cet anzo, mais malgré tout, il ne faut pas trop les câliner, pas les approcher. Même chose pour celui-là, c'est un bébé tigre blanc, une pure merveille. La façon girafe, qui est de planter son petit, malgré tout, parce qu'à ce moment-là, même quand on est aussi grand qu'une girafe, on peut être mangé. La façon éléphant, qui est tout à fait autre aussi, même système, à ce moment-là, le petit est fragile. Toujours les mamans surveillent leur petit. Jamais, jamais une maman animale dans la vie sauvage admettrait. Essayez donc de prendre le bébé à ma nénette, je peux vous dire qu'elle ne l'admettra pas de ma nénette, mon orang-outan. Même moi, il n'y a rien à faire, elles ne prêtent pas leur petit. Il y a des systèmes de tentes dans les groupes de primates, c'est-à-dire des mamans autres qui vont aider, parfois même des systèmes de nurserie, comme chez les lions. Mais ça s'arrêterait là. C'est pour ça qu'il faut vraiment savoir que les animaux domestiques, on les a fait pour nous. Il y a plus de 10 000 ans pour le chien et 3 000 ans pour le chat. Les mères, en quelque sorte, nous donnent leur petit. Elles l'acceptent. Alors, en retour, franchement, il faut avoir un respect et un devoir pour eux, vraiment, parce que c'est vraiment une obligation pour eux. Vous vous rendez compte, donner un petit pour une maman, c'est formidable. C'est ça l'animal domestique. Parfait. Merci Marie-Claude. Je voudrais remercier Marianne Aliaga et Bruno Legrand d'être venus nous voir une fois de plus ce matin. Bruno devient un grand habitué de cette émission. Je voudrais aussi remercier Marie-Christine Bayeux, éleveuse à la ferme Saint-Jean en Seine-et-Marne. C'est elle qui a eu la gentillesse de nous prêter ces petits animaux adorables. Quelques livres, Marie-Claude, pour conclure. Alors, Votre chat aux éditions Fontaine, Le guide du chiot aux éditions Marabout, et Comment éduquer le chiot aux éditions De Vicky. Mais il y en a bien d'autres, mais voilà 3 déjà parmi les livres que vous pouvez choisir et regarder, lire, regarder en continu.
Et merci à Lola, à comment s'appelle-t-il déjà Tom et Tartine. Tom et Tartine, Lola. Et les 2 autres attendent d'être adoptés, alors ils n'ont pas encore de nom. Qui Les 2 petits là. Et quoi, le petit labrador oui. et le petit noir et blanc. Voilà. Ils doivent être adoptés. Voilà. Non, mais bon. Vendus. Et donnés, non? Vendus, non, vendus. Ce sont des chiens de race, c'est des chats de race. Bon, d'accord. Très bien, merci à tous. On va se quitter quelques instants, une page de pub, mais on revient tout de suite après, donc revenez avec nous, s'il vous plaît. Dans notre deuxième partie, on retrouvera Sophie Porteil, qui vous présentera les trucs à faire avant l'été pour être belle. Et si vous êtes stressé, restez avec nous. Notre chroniqueuse nous parlera d'une nouvelle technique de relaxation. Ça s'appelle la massothérapie et c'est divin. Vous découvrirez ça juste après la pub. À tout de suite. Des idées qui changent la vie, fallait y penser avec Automobile Mazda. Montrez-nous ce que vous faites en boîte de nuit. C'est quoi ça? C'est la vraie barbe à papa. C'est du kiwi. C'est très bon. Ça colle au doigt. Hein. Géifier. Son invention, c'est de créer un parc d'attractions. Et les os. Oui, je fais ce que je veux. On divaguait pour trouver une animation. Titi, il est gratiné là. Vous avez déjà fait du camping au moins une fois dans votre vie. Ça, c'est un parasol. Ça retombe et ça tue les gens. Il peut plus s'envoler. Il peut pas tuer. Vous trouvez que l'invention judicieuse? Je pense à ce que je pourrais vous refourguer. Les idées fusent et les invités partent au quart de tour. C'est Fallait y penser avec Frédéric Lopez et ses Géo trouvent tout ce soir sur France 2. Tu vois, dans un match, important, la gestion de l'effort. Au début, tu vois, t'es bien. Tu mets le paquet. Mais là, attention. Après, faut lever le pied, tu vois. Parce que tu vois, si t'es vidé, tu fais quoi? Tu te fais remplacer, tu vois? Pique et croque. De la vache qui rit. « 6,3%. CTLM vous propose un taux à réveiller les idées. Alors, IFI, ameublement, voiture, quels que soient vos projets, de 7 000 à 30 000 euros, appelez vite CTLM au 0800 211 212. 0800 211 212. CTLM, la vie n'attend pas. Ta mère va encore nous servir ses éternels yaourts classiques. Oui, mais là, surprise! Le nouveau crème de yaourt ferme et crémeux. Ferme, c'est sûr, mais crémeux. Waouh, super crémeux! Nouveau crème de yaourt ferme et crémeux, une pointe de crème dans un yaourt à la texture ferme. Nouveau crème de yaourt ferme et crémeux, attendez-vous à être surpris? Laissez-vous aussi surprendre par la saveur vanille. Dans cette émission à gagner. Pour le gagner, il faut me donner la réponse à la question que je vais vous poser tout de suite. Qu'est-ce qui se passe là, sur ce plateau? À quelle race appartenaient les deux chats présents sur le plateau ce matin? Chartreux, européen, persan. 08 97 66 10 10. Vous avez quelques minutes pour m'appeler. Ah, c'est bien que ça s'arrête. C'est la massothérapie dont on va vous parler dans un instant avec Sophie Porteil. C'est une méthode de relaxation pour nous aider à retrouver une certaine vitalité qu'on a tendance à perdre un peu trop souvent. Eh bien oui. Ah bon? C'est nouveau. C'est complètement nouveau. De quoi parlez-vous? Et puis avec Jacques de Jandy, dans un instant, nous allons découvrir toutes les nouveautés qui vont aider les personnes handicapées à être plus autonomes. C'est ce que vous faites régulièrement dans cette émission. Quelques-unes, pas toutes, parce qu'il y en a beaucoup, mais quelques-unes aujourd'hui. Celles qui viennent de sortir, quoi. Voilà, absolument, quelques-unes. Bon, c'est la première fois qu'on la présente sur un plateau de télé, cette méthode de relaxation. De vous l'avoir dénichée, c'est la machine aquamassage. Alors, aquamassage, c'est l'hydrothérapie à sec. C'est-à-dire qu'on va se faire masser tous les avantages du massage en 10 minutes. Parce qu'en fait, il y a 36 G qui vous passent sur tout le corps en fonction d'un réglage. Et en fait, c'est comme si c'était un massage à 4 mains, 9 doigts. C'est
pas extraordinaire. Donc en 10 minutes, vous avez tous les bienfaits du massage. Et c'est révolutionnaire, cette machine. Vous nous dites un massage à sec alors que vous parlez d'eau, donc eh bien, on comprend pas. Eh bien oui, on rentre. Mais on va le tester avec Sophie. Comment ça, on rentre à l'intérieur? Voilà, on rentre à l'intérieur. Allez Sophie, on y va. Mais ça mouille pas? Pas du tout, c'est ça l'intérêt. L'intérêt, je vais vous expliquer tout l'intérêt de cette machine. On rentre à deux ou toute seule? Non, là, je sais pas, j'ai pas demandé si on pouvait être à deux. Bon, Sophie, elle a vraiment des idées. Bon, on met la tête où? La tête ici, c'est mieux. D'accord. Voilà. La tête sur le... là? Ouais, voilà, un petit peu plus haut. Voilà. Sur le ventre, c'est mieux, parce que comme ça, il y a un massage sur le dos, les lombaires, etc. C'est formidable. D'accord. Voilà. Les bras là et la tête là. Voilà. Voilà. Et alors, on y va. Et c'est parti pour normalement 10 minutes. Mais Sophie, on va peut-être pas la laisser 10 minutes. Oh bah si, moi je veux bien remarquer. Hein. C'est 10 minutes. Terminer l'émission. C'est 10 minutes de bonheur. Alors, l'intérêt de cette machine, donc on va regarder. Voilà. Alors, donc voilà. Et là, Sophie, elle va nous donner ses impressions. C'est qu'on est massé sur tout le corps. Donc à sec, vous avez vu que les vêtements, vous les avez pas enlevés. Et vous allez sentir le bienfait du massage. Partout, sur toutes les zones. C'est bien, Sophie? Ah ben, en tout cas, ça la fait rire. Ça mouille! Mais non, ça mouille pas! Ah, il y a peut-être un petit trou dans la toile. Non. Voilà, ça mouille pas. Donc voilà, on a peut-être mis les G un peu fort. Non, il y a 36 G. Non, c'est parfait. Voilà. C'est bien. C'est bien. Hein. Ah, c'est super. C'est fort. Non, c'est extraordinaire. Et alors, la sensation d'être mouillé sans être mouillé. Mais on a vraiment la sensation d'être mouillé, hein. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de... Ah non, pas du tout. Non, absolument pas. On va pouvoir vérifier quand vous allez Et l'avenir, je pense qu'on va laisser Sophie tranquillement, et on retrouvera cette super machine l'aquamassage dans 3 minutes. Sophie, on vous laisse 3 minutes, apprécier. 3 minutes. Et moi, je vais vous parler pendant ce temps, je vais vous parler de prendre soin de vous, de votre beauté. Et en fait, je vais vous parler, on est allé tourner dans un institut, il y a plusieurs instituts qui le font sur Paris bien sûr et en province, la permanente de cils et la teinture de cils. Alors c'est génial pendant les vacances parce qu'au lieu d'avoir l'œil mort, ou alors il faut se mettre du mascara, c'est quand même pas évident tous les jours, et bien là vous avez pendant 3 mois, pendant toutes les vacances, vous êtes tranquille, une petite permanente de cils et une teinture. Alors, dans un institut, on peut faire tout ce qu'on veut, des massages, des soins, nettoyage de peau, etc. Et je pense que de temps en temps, juste avant les vacances, faites-vous plaisir. Donc, beaucoup d'instituts parisiens le font, la permanente de cils, que ça soit Matisse, Carlotta. Nous, on est allé chez Eliante International. On a retrouvé chez Eliante une jeune femme, Sandy, qui avait une triste mine, vous allez voir, elle va être superbe en retour. Bon, ok, cette nana est jolie, mais je suis pas moins bien qu'elle.